Alors, ils auraient dû être 3. Mais il y en a un qui est absent, et celui qui est absent, eh bien, c'est Clément Dinel. Il a le Covid, la preuve que les pionniers ne résistent pas à tout. Voilà. Alors, donc, nos 2 premiers grands témoins de cet après-midi, c'est Thibaut Roux de Flying Whales. On prononce le X. Roux. Et puis Olivier Savin de Blue Spirit Aero. Alors, je pense que le plus simple pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, c'est que chacun, l'un après l'autre, en 3 à 4 minutes, pas plus, vous nous présentez votre projet. Et puis ensuite, on ouvrira la discussion entre nous et puis avec vous. Vous aurez la possibilité d'intervenir à tout moment. C'est-à-dire qu'on n'attendra pas la fin pour poser des questions. Intervenez quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou quand vous voulez ajouter quelque chose, on y va. On est sur Twitch, donc c'est du chat en live. Alors, on va commencer par le plus ancien des 2 projets, c'est-à-dire le dirigeable de Flying Whales, lancé en 2012. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Thibaut Proux. Je travaille pour la société Flying Whales depuis près de 9 ans maintenant. Donc oui, c'est une société qui a été fondée en 2012 par monsieur Sébastien Bougon, qui est quelqu'un qui vient pas du tout du monde de l'aéronautique à la base, et c'est assez important de le noter. On a vu avec Patrick l'éventail des horizons. Voilà, c'est quelqu'un qui vient du monde de la finance, un ingénieur de formation. Ça, tu l'avais pas cité, la finance. Voilà, mais donc ingénieur de formation qui a fait des ponts, et puis qui est passé dans la finance. Et bon, c'est un atout capital pour la réussite de ce genre de projet. On en parlera tout à l'heure. Oui. Et donc voilà, donc Société Flying Whales, donc fondée il y a à peu près 10 ans maintenant, qui compte aujourd'hui 120 employés. Qui est passé par différentes étapes assez difficiles et assez longues. Ça, on va venir à voir ces étapes, mais ce qui est intéressant, c'est que tu nous expliques en quoi consiste ce projet. Alors, notre projet, la finalité, c'est de produire et d'opérer un dirigeable cargo, donc pour transporter des charges lourdes et volumineuses. On parle de charges qui font 60 tonnes, jusqu'à 60 tonnes. Donc c'est le poids d'un Charles Leclerc, par exemple, et des volumes qui peuvent être de très très grands gabarits. L'idée, c'est d'avoir une soute dans le dirigeable qui fasse près de 90 mètres de long, 5 mètres de haut et 7 mètres de large, voire de pouvoir transporter des charges sous célingue. Donc les marchés qu'on souhaite adresser, c'est typiquement transporter des pales d'éoliennes, transporter des grumes de bois pour le compte de l'ONF, transporter des pylônes électriques, enfin tout ce qui est gros, volumineux, difficilement transportable et qui nécessite en fait de créer des infrastructures de transport au sol. Nous, ce qu'on souhaite, c'est s'affranchir de toutes ces infrastructures-là, principalement pour des questions purement écologiques. Quand on veut créer un nouveau parc d'éoliennes, il faut parfois créer des routes, couper des ronds-points, couper des arbres, etc., pour créer les accès, pour amener les éléments des pales des éoliennes en général. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir transporter point à point tous ces éléments-là pour s'affranchir des infrastructures de transport et à un coût, évidemment, aussi qui doit être compétitif. Et donc le premier vol, on peut l'attendre à partir de quand ? C'est une question qui n'est pas facile. Aujourd'hui, on estime premier vol 2024-2025. C'est bientôt, ça. Ça arrive, ça se rapproche. Ça se rapproche beaucoup. On avait tout le temps une vision à peu près à 5 ans. Là, c'est vrai que ça commence à se rapprocher. On est en train de lancer la production de notre usine. Il faut comprendre que notre dirigeable, c'est une machine qui est hors norme. C'est-à-dire que ça va faire 200 mètres de long. 200 mètres de long, c'est la longueur d'un TGV. 50 mètres de diamètre, 50 mètres de haut, c'est la hauteur du premier étage de la Tour Eiffel. Donc c'est une machine qui est extrêmement volumineuse. Pour la produire, il faut une usine qui est aussi très grande. Donc voilà, on est sur du temps long. D'accord. Alors Olivier Savin, toi, c'est beaucoup plus modeste. Alors, c'est un avion. Tout petit. Un tout petit avion. 300 mètres de long, en effet. Mais qui a beaucoup de moteurs. Mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de moteurs. Alors l'aventure a démarré quand pour vous ? Alors j'ai 2 réponses à cette question. La société Blue Spirit Aero, que j'ai fondée, l'a été en juillet 2020. Mais moi-même, je mûris ce projet depuis 25 ans. M. Gandhi parlait de conviction, on peut aussi parler de détermination et de résilience. 25 ans dans lesquels je me suis impliqué dans l'aéronautique. Alors on y reviendra sur l'histoire. Juste parle-nous décris-nous ce projet, cet avion. D'accord. Un avion électrique ? Donc c'est un avion électrique à hydrogène.
et je reviendrai là-dessus évidemment dans quelques instants. C'est un avion d'Aéroclub, un avion 4 places, qui présente l'avantage d'être dessiné, conçu autour de l'utilisation optimale de la technologie hydrogène et pile à combustible. D'où le look un petit peu singulier de l'avion. On s'est refusé typiquement à partir d'une plateforme existante, à faire du rétrofit. Et au profit de cela, on s'est autorisé à partir d'une feuille blanche. Donc on organise l'avion en fait autour des contraintes d'emport de l'hydrogène et de la pile à combustible, et non pas l'inverse. D'accord, mais tu dis très original par rapport à beaucoup d'eVTOL il est presque classique ton avion. Alors, tu mentionnes les eVTOL, décollage vertical. Nous, c'est un aéronef à voilure fixe avec un décollage horizontal. Donc en cela, il se singularise par rapport à d'autres projets qui, par exemple, font reposer la motorisation sur une seule unité propulsive. Nous, on a préféré, en lien avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire la meilleure utilisation possible de la technologie, on a préféré répartir la puissance. Et donc on obtient une redondance naturelle. Donc c'est ce qu'on appelle la puissance distribuée. La puissance distribuée, tout à fait. Donc on obtient une redondance naturelle qui accommode évidemment une robustesse importante à la panne. On comprend qu'avec un moteur en panne, il me reste 11/12 de ma puissance, puisque j'ai 12 modules. Et donc je peux continuer ma mission et continuer à voler de façon safe, comme on a compris que c'était l'exigence depuis la fin de la guerre. Alors je reviens à ce que tu disais, là, 25 ans. Comment on devient pionnier? À quel moment on se rend compte qu'on est en train de devenir un pionnier de l'aviation de demain? Alors, c'est en lien avec mon parcours personnel, du coup. Moi, j'ai commencé ma carrière, après Super Héros, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis, chez l'équipementier américain Honeywell. Donc ingénieur aéronautique au départ. Aéronautique. Classique. Classique. J'ai commencé ma carrière aux États-Unis, à Los Angeles, chez Honeywell, dans l'entité qui s'occupait des piles à combustible, et en particulier des piles à combustible pour les applications spatiales. Donc le premier projet auquel j'ai eu accès en tant que jeune ingénieur, c'était celui du remplacement des piles à combustible pour la navette spatiale. Donc pour un jeune ingénieur, c'était le projet idéal qui cochait toutes les cases et qui m'a permis tout de suite de me plonger dans le bain de l'hydrogène et d'en nourrir une véritable passion qui a fait le fil directeur de ma carrière. Donc pendant 25 ans... Parce qu'à l'époque, l'hydrogène, c'était réservé au spatial. C'était essentiellement réservé au spatial, même si à la fin... Ça l'est quand même toujours beaucoup. Ça l'est encore beaucoup, mais pas que. Il y a une pluralité d'applicatifs qui aujourd'hui voient le jour et dans un régime commercial. Mais à la fin des années 90, il y avait quand même aussi des réflexions sur les aéronefs. On parlait du Solar Impulse tout à l'heure. À l'époque, moi, j'avais travaillé aussi sur un engin de la NASA et de la société américaine AeroVironment qui s'appelait le Helios et qui était une voile solaire. Il n'y avait pas de fuselage. C'était une voile tapissée de photovoltaïque et qui permettait d'accommoder des vols longs, 24 heures, grâce à une alternance utilisation de piles à combustible et électrolyseurs. Une alternance jour-nuit qui permettait le jour de produire de l'hydrogène et la nuit d'utiliser l'hydrogène mélangé avec de l'air pour produire de l'électricité. Et donc, c'est toutes ces recherches, ces travaux faits par d'autres qui, un jour, t'ont donné envie de te lancer dans l'aventure à ton tour. Voilà, alors... Parce que, bon, tu étais ingénieur aéronautique de formation, tu travaillais dans une grande entreprise, sur des grands projets. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu décides de tout quitter pour vivre ta propre aventure? Quel est le ressort? Alors, c'est comment dire, une opération qui nécessite du courage, de la détermination, etc. Donc, elle n'est pas... C'est exactement les qualités qu'a résumé Patrick. Tout à fait. Donc, avec la passion qui a été la mienne dès le départ, je me suis constitué une expertise qui m'a permis, par exemple, de discerner ce qu'il était bon de faire avec de l'hydrogène sur un avion et surtout ce qu'il était bon de ne pas faire avec de l'hydrogène sur un avion. Donc petit à petit, a mûri en moi l'idée qu'il y avait peut-être un objet idéal qui permettait de faire le meilleur usage possible de cette technologie. Et après mon séjour aux États-Unis, je suis rentré en France. J'ai passé 18 ans chez Dassault Aviation où je me suis exercé à l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat à l'époque, en essayant de pousser des activités en lien avec cette technologie. J'ai par exemple, en guise d'exemple, en 2015, j'ai proposé pour le Salon du Bourget
un chariot élévateur d'armement pour le Rafale équipé depuis la combustible à hydrogène. Et ça a permis d'apprendre un certain nombre de choses, et cet objet-là a été exposé sur le statique de Dassault, juste à côté du Rafale Marine. Donc on avait réussi à faire la démonstration que cet objet-là, en dépit des préjugés sur l'hydrogène, pouvait être positionné à côté du public et d'un avion à 100 millions d'euros. Donc ma prochaine question, ce sera de savoir à quel moment tu as vraiment basculé, mais ça, on va garder le suspense. Et on va voir avec Thibaut, toi, à quel moment tu es devenu pionnier, à quel moment comment l'idée a germé? Alors, bon, c'est pas moi qui ai fondé Flying Wells. Toi, tu as rejoint l'aventure en cours. Voilà, exactement. Enfin, j'étais dans les tout premiers employés, je sortais d'école. Quelle école? J'ai fait l'ESTACA, donc école d'ingé en aéronautique. Et c'est vrai que lors de mon parcours, enfin, je suis rentré déjà à l'ESTACA par passion de l'aéronautique, qui vient de mon grand-père, ingénieur breguet Dassault. Voilà, grand passionné par le Bourget aussi. Bref, j'avais la passion en moi, mais j'avais pas envie de faire quelque chose de commun. Voilà, j'ai fait des stages chez Airbus, etc. Je m'y suis pas beaucoup plu. J'avais envie d'entreprendre, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Même pendant ma formation à l'ESTACA, avec des amis, on a commencé à monter une association pour créer un petit dirigeable avec des panneaux solaires, etc. On s'est beaucoup amusé. Ça a eu pas mal d'engouement. En sortant de l'ESTACA, je me suis vraiment posé la question si je n'allais pas créer une société pour développer cette machine-là. Et c'est pile à ce moment-là que j'ai rencontré donc Flying Wells, qui se lançait. Et j'ai vu en la personne de Sébastien Bougon, notre fondateur et président, un visionnaire. Et je me suis dit, je connaissais très bien le milieu du dirigeable à cette époque-là. Je me suis dit, c'est quand même un milieu qui est quand même pas très sérieux. Il y a beaucoup de gens qui testent, mais il n'y a pas de vrais projets, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas forcément de vision. Et bon, en rencontrant Sébastien, je me suis dit, voilà, s'il y en a bien un qui peut réussir, c'est lui. Et donc, je me suis engagé là-dedans à fond. Ça fait 9 ans. Voilà, et on s'amuse. C'est une aventure passionnante. Ça nous prend beaucoup de temps, hein, sur le temps même perso. Ça a un impact, c'est pas anodin, mais voilà, c'est une passion qui nous anime et qu'on vit pleinement, quoi. Alors, Olivier, donc toi, tu as créé ton entreprise pour développer ton projet. Quand, au moment de la bascule, ton projet était déjà arrêté, tu savais vraiment où tu allais? Alors, ça serait un peu présomptueux de dire ça. J'avais les grandes lignes. Ce qui me manquait, c'était le déclic. Et le déclic s'est opéré au moment de ce qu'on connaît tous, mars 2020, le début de la pandémie. Une crise existentielle de l'aviation qui nous pendait au nez quand même, hein, Greta Thunberg, les enjeux sociétaux qui commençaient à intervenir dans les réflexions sur la viabilité économique des sociétés. Et donc c'est la pandémie clairement qui a déclenché chez moi la volonté de prendre la tangente et de monter mon propre projet. Alors, donc, je vous rappelle, vous pouvez poser des questions quand vous voulez. L'important, c'est que la question soit en rapport avec ce qui vient d'être dit et ne me volez pas mes questions à venir, s'il vous plaît, parce que ça me casserait un peu mon déroulé. Alors, vous êtes convaincu que vous tenez l'idée géniale, donc vous vous lancez. Comment vous arrivez à convaincre votre entourage que cette idée, c'est l'idée qui va révolutionner l'aviation ? Je peux prendre la parole. Alors, moi, c'est certainement par lassitude de m'entendre parler d'hydrogène que mes proches ont fini par accepter de me donner un peu d'argent. Parce que ça faisait 25 ans que je leur bassinais... À l'usure, donc. À l'usure, je les ai eus à l'usure. Mais ça met en évidence quand même une petite qualité, c'est la détermination et la résilience. Il faut croire en son projet et évidemment être convaincu qu'il a du sens. Et pour ça... c'est des échanges réguliers avec ses proches, avec les professionnels du métier. Et puis petit à petit se dégagent les endroits où on a fait des erreurs de jugement, les endroits où on a visé juste. Il y a plein d'éléments constitutifs de mon projet que je n'imaginais pas aussi pertinents que quand on me les a rapportés. Donc les échanges sont extrêmement importants et c'est comme ça qu'on enrichit aussi la vision qu'on porte. Et toi, Thibaut, donc le cas de figure est un petit peu différent parce que tu as presque pris le train en marche, mais comment... En fait, il y a eu pas mal de difficultés, hein, et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on développe ce genre de projet, c'est les montagnes russes, quoi. Et on le vit pleinement, donc il y a des moments de très très grande joie, des moments de très grande tristesse en fonction de ce qu'on arrive à faire. Mais c'est vrai qu'arriver à convaincre des personnes de nous rejoindre pour le recrutement, d'arriver à faire venir des investisseurs, de convaincre des autorités, de convaincre des partenaires techniques,
C'est un vrai travail de fond. Et oui, c'est sûr il faut vraiment y aller, il faut répéter, faut jamais lâcher l'affaire. On a eu affaire au début à énormément de Cassandre. Voilà, c'est complètement délirant ce que vous voulez faire, ça marchera jamais, on comprend pas l'intérêt. Si ça devait marcher, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. On a tout eu. Mais ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure, on l'a de moins en moins. Et au fur et à mesure, bah, lever des fonds, c'est de plus en plus facile. Arriver à convaincre des personnes de nous rejoindre, c'est de plus en plus simple. On a aujourd'hui des personnes qui nous rejoignent, qui ont des profils incroyables, qui font évoluer le projet à très grande vitesse. Pareil avec des partenaires techniques, c'est des choses qu'on ne fait pas seul. Donc il faut y arriver à l'usure, oui, il faut être convaincu, il faut avoir cette conviction-là au fond de nous qu'on va y arriver, même si ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà, c'est vraiment c'est la passion, c'est la conviction intime, quoi. Pardon, Tu veux il ajouter? y a juste un mot que je souhaiterais rajouter, il y a de la pédagogie aussi. L'usure, c'est le mot un peu péjoratif, mais le mot positif, c'est pédagogie. On essaie de délivrer les informations que nous-mêmes avons acquises et qui finissent par faire mouche, parce que la démonstration est implacable. Des questions? Alors je continue. Donc, des projets, vous n'êtes pas les seuls à en porter. Hein. À travers le monde, il y a plusieurs centaines de projets qui ambitionnent de décarboner l'aviation, voire de la révolutionner. Et donc, il y a une surenchère au niveau de la communication aussi. Arriver à être crédible et donc... Comment vous orientez votre communication? Parce que moi, je suis du côté de la presse, je suis donc en relais, et je reçois énormément de dossiers de presse avec des images toutes plus belles les unes que les autres, de projets où vous faites beaucoup de promesses. Comment vous procédez? Comment vous construisez ces dossiers? Ça repose sur quoi? Alors, déjà, nous, pendant un certain temps, on n'a pas communiqué. Ça a pris un certain temps avant qu'on se dévoile. La première fois où on s'est vraiment dévoilé, c'était Bourget 2019, où on a pris un stand et où on a présenté le projet, sans dévoiler d'ailleurs la forme. Tous nos visuels étaient facettisés pour pas montrer trop les choix techniques. Mais elle était déjà arrêtée, la forme, à ce moment-là? Non. Ah. Et elle a changé quelques mois après, justement. Donc non, on s'est pas trop dévoilé, justement parce qu'on voulait pas vendre du rêve sur quelque chose qui était encore très balbutiant et sur lequel on se posait beaucoup de questions. On se dévoile au fur et à mesure, dans la mesure du besoin. Voilà, nous, notre communication... Alors, les besoins, c'est quoi? C'est d'attirer des talents, de recruter, d'attirer des fonds, voilà, et de commencer à acculturer les gens à ce qu'on va faire, parce que on parle encore une fois, en l'occurrence, d'une machine qui est très volumineuse, qui peut faire peur. L'impact sociétal... Qui peut faire rêver aussi. Qui peut faire... Moi, oui, ça c'est mon cas, mais ça peut aussi faire peur. Hein, et donc, il va falloir, et c'est ce qu'on essaie de faire, d'acculturer les gens à cette machine-là. On passe beaucoup de temps en ce moment dans les écoles, justement, pour faire des cours, pour donner un petit peu de culture sur les dirigeables. C'est hyper important. Donc, non, la communication, on ne cherche pas trop à vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais on a quand même besoin... vous avez quand même un très très beau site, vous diffusez beaucoup de communiqués de presse, beaucoup de dossiers de presse. Oui, c'est récent, hein, depuis 2-3 ans. Hein. Ouais. Et alors c'est vrai qu'en ce moment... Mais c'est un passage obligé, ça. Oui. Oui, pour pouvoir montrer qu'on existe. Moi, je me souviens d'un rendez-vous avec une autorité de l'aviation civile américaine, la FAA, et le matin même, le représentant de la FAA, donc c'est quand même des personnes qui sont du métier, qui me dit, après la présentation, il vient me voir, il me fait j'ai vu votre site web, je voulais pas venir. Parce que je me suis dit, c'est un projet, il n'y a rien. Et c'est vrai que le site était vraiment moche. Et puis il s'est rendu compte que c'était un projet très sérieux. Et donc, oui, le site web, c'est notre première vitrine. Hein, donc on n'a pas le choix. À un moment ou à un autre, le réflexe qu'on a tous, c'est d'aller sur notre portable et voir quelle est cette entreprise, qu'est-ce qu'elle communique, est-ce qu'elle communique régulièrement, ou est-ce que c'est un projet qui existe depuis 10 ans et puis il ne se passe pas grand-chose. Donc non, la communication, elle est importante dans ce genre de projet. Hein. C'est aussi ton avis, je suppose, Olivier, parce que ton site est aussi très très beau. On voit voler ton avion sur le site. Oui. On l'a vu aussi sur la petite image. Là. Je rejoins évidemment Thibaut sur cette démarche qui a été la nôtre, qui a consisté à travailler sous l'écran radar pendant plusieurs années, de façon à être sûr que les messages qu'on va pouvoir délivrer auprès du grand public sont des messages robustes. Et on a finalement opté pour une sortie du bois assez récente. Hein. Et quel a été l'élément déclencheur à ce moment-là? La certitude qu'on a acquise, qu'on s'est construite en interne, que ce qu'on portait,
comme concept était viable. Donc c'est en lien avec une vraie démarche scientifique de grande rigueur. J'insiste beaucoup là-dessus. L'aéronautique ne supporte pas les approximations. Et donc nous, on s'est efforcé, au travers d'un certain nombre d'actions, de verrouiller tous les concepts de base qui sont constitutifs de notre solution. Nous, le premier investisseur, c'est notre patron fondateur, hein, qui a fait fortune dans d'autres sociétés, qui a mis son argent personnel sur la table, voilà, qui a permis de vivre pendant un certain temps. Ça n'a pas suffi. Il a fallu qu'on aille chercher des fonds. Donc, au début, ce qu'on fait, c'est qu'on fait marcher le réseau, sans forcément communiquer officiellement, hein, mais on fait marcher le réseau. Ça a ses limites. Nous, il a fallu qu'on aille chercher un investisseur jusqu'en Chine. Et on a eu un investisseur chinois pendant un certain temps qui nous a sauvés, hein. On peut penser ce qu'on veut de. Alors c'était la société Avic, hein, donc c'est le Airbus Boeing chinois. Mais sans eux, aujourd'hui, on ne serait pas là. Voilà, et donc au fur et à mesure, oui. Ils sont toujours dans le capital ? Non. On a fait rentrer le Québec, le gouvernement du Québec. Donc il a fallu faire sortir la Chine. Donc il y a des enjeux géopolitiques qu'on ne maîtrise pas. Mais voilà, donc non, beaucoup de financements alors, en private equity. On a aussi des financements publics qui sont très importants. Et c'est là où le soutien il est fondamental. Et on a la chance en France et en Europe d'avoir quand même beaucoup de possibilités de se faire financer publiquement, alors par des avances ou autres, mais avances remboursables ou autres. Mais oui, c'est grâce à ça qu'on arrive à survivre. Les ingénieurs, ça coûte quand même assez cher, surtout en France. Voilà, en la région parisienne aussi, hein, c'est pas anodin. Donc il faut des capitaux, ouais. Et donc on va les chercher dans le réseau, là où on peut, et au fur et à mesure de plus en plus loin, quoi. Et votre dernière levée de fonds, là, c'était au mois de juin, ouais. 122 millions d'euros. Voilà, c'est ça. Donc là, c'était la troisième. Ouais. Donc première levée de fonds, 10 millions d'euros, on a mis à peu près 5 ans. Et ça a été très très dur. On a vraiment, c'était une période difficile. Deuxième levée de fonds, 30 millions d'euros auprès du gouvernement du Québec. On a mis à peu près 2-3 ans. Et là, 122 millions d'euros en un an, quoi. Donc c'est là où je vous dis, au fur et à mesure, on passe les étapes, on monte de plus en plus de choses. Alors oui, il y a beaucoup de belles images de synthèse. On monte pas tout, hein. Il y a énormément de choses qu'on teste, qu'on casse. Donc voilà, qu'on montre aux investisseurs potentiels. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à attirer des fonds de plus en plus importants et de manière de plus en plus simple. C'est pas encore si facile que ça, hein, mais voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. Olivier, au niveau du financement ? Schéma assez similaire à celui que vient de décrire Thibaut sur Flying Whales. Donc c'est-à-dire au début, c'est sur des fonds propres ? À la différence près que, ayant fait ma carrière chez Dassault, j'étais pas millionnaire en sortant. Ouais. Donc il a fallu ratisser un peu plus large. Mais ce qui a été déterminant, et c'est ce que vient de rappeler Thibaut aussi, c'est la qualité de l'argent public. Immédiatement, on s'est approché de deux instances, la BPI au niveau national et la région Occitanie, qui ont tout de suite cru en notre projet et qui ont tout de suite fait ce qu'il fallait pour nous déverser autant de subventions possibles. Et le autant de subventions possibles est en lien avec une règle au niveau européen qui consiste à ne pas pouvoir donner plus d'1 euro d'argent public si on ne fait pas la démonstration d'1 euro d'argent privé à côté. Et donc, l'appel que je me permets de faire aujourd'hui, c'est vis-à-vis de l'argent privé. On en a sacrément besoin. Et force est donc de constater que c'est pas si facile que ça. Alors, qui sont les investisseurs dans des entreprises comme les vôtres ? Les investisseurs privés, hein, je veux dire. Vas-y, juste pour continue, compléter, oui. Parce que vous allez voir la la similarité. Moi, les business angels, les premiers business angels que j'ai trouvés, ce sont des Asiatiques du Sud-Est. Ils arrivent avec quelle idée derrière la tête là ? Quand ils se lancent, quand ils apportent leur soutien à un projet comme le tien, qu'est-ce qu'ils attendaient en retour ? Alors, ils attendent de participer, de pouvoir contribuer à l'émergence d'une aviation dont ils sont persuadés qu'elle est inévitable. L'aviation décarbonée de demain, il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui pour la dessiner, cette aviation de demain. Et il y a des gens qui ne sont pas frileux vis-à-vis de l'idée de miser sur cette dynamique. En France, Thibaut, force est de constater que c'est plus compliqué. Ça tergiverse. Encore une fois, à notre première levée de fonds, on n'a pas réussi à lever des fonds privés français. On est allé jusqu'en Chine pour aller les chercher. Hein. Et donc aujourd'hui, nos fonds privés français, et il y en a beaucoup, c'est principalement des grandes entreprises. Hein. Donc on peut citer par exemple Aéroport de Paris, qui a un intérêt à rejoindre le projet parce qu'il faut qu'on construise des bases pour opérer nos machines. Air Liquide,
On va le gonfler à l'hélium, hein, donc il va falloir du gaz. On a un certain nombre d'acteurs comme ça privés qui sont généralement des grandes entreprises qui rejoignent le projet, mais ça vient pas dans l'immédiat. Oui. C'est sûr qu'il faut un certain temps, prouver que notre concept marche, notre business model est bon, et que voilà, pour rassurer. Mais c'est vrai que la prise de risque initiale, elle n'est pas toujours en France, effectivement, hormis vis-à-vis des autorités publiques. Et alors, quand vous annoncez au mois de juin une levée de fonds de 122 millions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a la moitié qui sont des fonds publics? C'est que privé. Alors, C'est que privé? c'est que privé. Alors après, effectivement, il y a des instances publiques qui sont au capital de l'entreprise et qui vont remettre au pot. Typiquement, la région Nouvelle-Aquitaine. On parlait de la région Occitanie. Région Nouvelle-Aquitaine dans laquelle on va implanter notre première usine, finance Flying Wells et donc a remis au pot. On a pareillement l'État de Monaco qui a rejoint le capital de Flying Wells, l'État du Québec qui a aussi remis au pot et voilà, donc c'est des instances publiques, hein, de tout ça. Hein. L'ONF, qui est notre premier client, qui est aussi investisseur de l'entreprise. Donc non, il y a un mix de privé, de privé et public. C'est pas c'est pas de l'argent privé dans le sens public, pardon, dans le sens où c'est pas des avances remboursables comme on peut avoir en parallèle avec la BPI, par exemple. Ouais. C'est pareil pour toi? Oui, oui. Le mix Tout à fait. On est fortement aidé par les pouvoirs publics, donc il est de notre devoir d'utiliser cette aide, qui est vertueuse, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas et ça prend beaucoup de temps, non? Ça pourrait suffire s'il n'y avait pas cette règle contraignante. Moi, je pourrais être millionnaire en argent public aujourd'hui et je pourrais développer la totalité de mon programme uniquement sur la base d'argent public. Mais on est limité par des règles qui se comprennent. Donc ma limite, elle est clairement sur l'investissement privé. Tu passes beaucoup de temps à aller chercher le financement? À peu près 150% de mon temps, oui. Bah alors nous, ça a été le temps plein de notre président et c'est encore son temps plein. Là, il est encore en train de traverser le monde entier. Et c'était son métier d'origine? C'est son métier d'origine. Hein, donc voilà. Oui, alors après, toute l'équipe derrière, on est constamment impliqué hein, pour répondre aux questions. Voilà, non, ça prend beaucoup de temps. Et je peux vous donner un exemple. On a un concurrent très très sérieux aux États-Unis qui a commencé à peu près en même temps que nous, qui s'appelle LTA Research and Exploration. C'est une société qui a été fondée par le cofondateur de Google et qui est entièrement financée par Sergey Brin, donc qui a les poches bien remplies. Bon, ils vont très vite. C'est normal qu'ils aillent très vite. Ils n'ont pas besoin de lever des fonds, quoi. Hein. Donc, voilà, c'est sûr que quand on a déjà l'argent dans la poche, ça va beaucoup plus facilement. 150% donc 150%. Et puis, on est des petites équipes. Hein. Flying Wells a 8 ans de plus que nous, donc ils ont une équipe plus étoffée. Mais nous, on est une petite personne. Vous êtes combien? On est 15. 15 oui. Donc, pour répondre à votre question, tout le monde est mobilisé d'une manière ou d'une autre. Parce que les dossiers qui nous sont demandés ont des composantes financières, juridiques, techniques, etc. Donc, tout l'écosystème de la société est mobilisé. Bah alors, ce qui nous concerne, nous, alors, on dépose des brevets hein, et on gère nos brevets comme ça et on les dépose dans certains pays clés et stratégiques. Maintenant, il n'y a pas vraiment de concurrence. Je parlais des Américains tout à l'heure, mais on est sur des concepts qui sont très différents, des concepts d'opération, des business d'ailleurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence et c'est même l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on cherche à se regrouper et à travailler ensemble. On a fait un énorme travail avec nos concurrents britanniques et Zeppelin, qui existent encore aujourd'hui, pour construire les réglementations propres aux dirigeables. Ça fait 4-5 ans qu'on travaille dessus, ça avance, mais c'est un travail conjoint qui a été fait main dans la main. Hein. C'est-à-dire qu'on a passé un temps phénoménal avec eux et on fait carte sur table, hein. On montre absolument tout. On montre notre design, on dit voilà, nous on va certifier ça comme ça, telle exigence, etc. Toi, comment est-ce que tu as fait? Et à la fin, on le pousse à l'agence européenne, on le négocie avec eux. C'est un travail qui est fait main dans la main, quoi. Hein. Et parce qu'on n'a pas le choix, en fait. On a les mêmes problématiques qui peuvent nous tuer. Hein. Ne pas avoir de réglementation de base, c'était un killer au début. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de concurrence dans ce sens-là. Je pense que c'est peut-être plus concurrentiel dans ton domaine. Oui, et c'est la raison pour laquelle on est un peu plus réservé sur notre capacité à montrer des choses. Donc c'est un savant mélange entre en montrer suffisamment pour donner envie et pour convaincre sur la qualité de l'intelligence qu'on a développée en interne, et puis surtout ne pas trop se dévoiler auprès de gens qui sont qui ont certainement moins de vergogne que nous à diffuser de l'information ailleurs. Donc il y a un savant équilibre entre exhiber notre savoir et puis le garder pour nous. Alors, je sais que c'est difficile de trouver des investisseurs, mais est-ce que de temps en temps, il y a des investisseurs que vous voulez pas avec lesquels vous ne voulez pas vous marier? Oui.
Oui, oui, non, c'est sûr que alors, on a toujours envie hein, d'aller chercher l'argent, peu importe où il est. Je parle pas du Qatar, hein. Ouais, ouais, mais non, mais enfin, c'est des vraies questions hein, qui se posent. Parfois, il y a des investisseurs qui viennent nous voir et on leur dit non. Peut se permettre le luxe de dire non. Voilà. C'est sûr que bon, on peut reparler d'Avic encore une fois. Avic, c'est vrai qu'au début, on était un peu réticents. L'intérêt, c'était très clairement qu'ils viennent comprendre comment est-ce qu'on certifie, comment est-ce qu'on développe ces aéronefs dans le milieu européen. Voilà, donc il y a eu des équipes Avic chez nous pendant 2 ans, hein, juste avant, jusqu'au Covid. On avait une quinzaine de Chinois chez nous. Bon, voilà, c'est sûr que on marche sur des œufs. Parfois, on n'a pas le choix. Et il y a des moments où, effectivement, on dit non, là, c'est pas possible. Et aujourd'hui, on peut se permettre le luxe d'en refuser, oui, effectivement. D'accord. Et ils sont pas repartis avec des secrets. Non. Non, non, puis quand bien même ils auraient des secrets, enfin, nous, on a coutume de dire, ils peuvent reprendre tous les plans s'ils veulent, hein. C'est pas ça notre valeur aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est l'équipe, c'est le consortium industriel qu'il y a derrière, c'est la force de de notre actionnariat. C'est ça qui fera qu'on y arrivera, quoi. La machine en soi, il n'y a rien de secret, hein. Il n'y a rien de très très compliqué techniquement. Voilà, on réinvente pas la roue. Donc voilà, non, non, c'est sûr que là-dessus, on est assez rassuré. Et toi, de ton côté, Olivier, tu as vu arriver des investisseurs Oui, oui. douteux. Douteux, alors on s'en rend pas compte au départ, hein, parce que ils ont comme base de leur métier d'être enthousiastes systématiquement. Mais on a appris effectivement à mesure à être plus sélectif. Nous, ce qu'on véhicule, c'est un projet qui nécessite, comment dire, une vraie adhésion émotionnelle. Soit on y met son cœur, soit on passe son chemin. Et on a appris finalement à sélectionner ceux qui s'imaginent pouvoir faire des culbutes rapidement sur la base d'un projet visible et sexy, de ceux qui ont une vraie vision à long terme et qui peuvent nous accompagner sur la durée. Une question? Ah, le chat. Donc là, la question, c'était l'importance de l'innovation pour vous. Nous, on la revendique, l'innovation, hein. Ce qu'on propose, c'est un objet de rupture. L'avion, il ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir dans les aéroclubs. Donc on revendique cette innovation, mais dans le même temps, notre discours consiste à dire qu'on se positionne dans une continuité naturelle par rapport à l'aviation d'aujourd'hui. Cet avion-là, même s'il est équipé de 12 moteurs, il va être piloté avec une monomanette, et il va avoir les caractéristiques dynamiques d'un avion qu'on a tous l'habitude de piloter. Donc cette dimension innovation, on la brandit, mais on rassure aussi en disant que cette rupture, elle se cadre quand même dans une continuité d'opération. Alors toi, Thibaut, tu disais que ce n'était pas une révolution, mais c'est dans l'exploitation où la révolution réside. Alors déjà oui, parce qu'on n'a jamais fait de dirigeable pour faire ce genre d'opération. L'immense avantage qu'on apporte, c'est qu'on va venir charger, décharger en vol stationnaire, hein. Donc on n'a pas besoin de se poser pour le charger, décharger nos charges. On les treuille comme sur un hélicoptère. Mais aussi sur l'innovation, en fait, de base, en fait, notre patron, notre fondateur, ne voulait pas qu'on utilise le terme dirigeable. Il voulait pas qu'on fasse un Zeppelin, il voulait pas qu'on fasse un cigaroïdal, parce qu'il voulait qu'on ait une véritable rupture. Donc les premières formes, si vous retrouvez des vieilles photos... Et vous l'appelez comment alors ? On a un nom très ingénieur, on appelle ça LCA60T. Voilà, c'est celui que j'ai noté. Voilà, on n'a pas encore trouvé le petit nom poétique. Ouais. On est des ingénieurs principalement, hein, donc très chiffres, très données. Mais non, oui, c'est vrai que l'innovation, elle est clé, parce qu'en fait, on est obligé de repartir d'une page blanche. Même si on a étudié ce qui a fonctionné dans le passé, les cas d'accident, c'était une des premières études qu'on a faites, c'est de comprendre que tous les accidents de dirigeables qui ont eu lieu, pour pas refaire les mêmes erreurs. N'empêche que voilà, on cherche tout le temps à disrupter notre technologie, notre opération, notre dirigeable, même si extérieurement va peut-être ressembler aux vieux Zeppelin d'antan, intérieurement ça n'a strictement rien à voir, quoi. Et de l'innovation, il y en a à tous les étages. Je veux dire, notre système de pilotage n'a rien à voir avec un pilotage d'avion ou d'hélicoptère. Voilà, on a un treuilliste qui fait dos au sens de la marche. Voilà, on a une nuée de treuil, on a une structure carbone, on a une propulsion hybride électrique distribuée qui est aussi assez innovante, avec 32 moteurs électriques, c'est pas anodin, hein, donc 4 turbines pour générer de l'énergie. Donc on est quand même sur une machine qui est assez très différente en fait de ce qui a pu être fait par le passé. Ouais. Alors depuis que on a pris la décision de communiquer ouvertement vis-à-vis du monde extérieur, je constate, force est de constater que le projet plaît, et en particulier auprès des jeunes générations. Donc des CV, j'en reçois 10 par jour. C'est essentiellement des jeunes sortis d'école
Et puis ce sont les écoles habituelles, Super Héros, Estaca, Centrale, etc. Alors au début c'était difficile, puis moi quand j'ai commencé à m'intéresser aux dirigeables et qu'il y a un constat que j'ai fait qui m'a un petit peu fait mal, je suis allé au tout début, ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse aux dirigeables, j'étais allé dans des colloques de dirigeables en France, aux États-Unis, en Allemagne, et il n'y avait pas de jeunes, vraiment pas de jeunes, absolument pas, j'étais de très loin le plus jeune. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de peine, et c'est vital en fait d'avoir des compétences, de personnes qui sortent d'école, d'avoir des personnes d'expérience aussi, c'est vital pour nous expliquer comment est-ce qu'il faut faire, mais il faut aussi qu'il y ait des esprits jeunes pour pouvoir justement disrupter, avoir des nouvelles idées. Alors, ça n'a pas été simple au début, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Je pense que la moyenne d'âge chez Flying West doit être à 32-33 ans à peu près. On a énormément de stagiaires, voilà, et c'est vrai qu'on embauche massivement aujourd'hui des jeunes, mais pour ça, il faut qu'on se fasse connaître. Alors on a encore du mal à se faire connaître, ça vient, mais ça prend du temps. Et donc on fait des actions dans des écoles, on essaie de se faire connaître, on fait des conférences à l'ENAC, à Super Héros. J'organise une semaine de formation au sein du groupe Isae. S'il y en a du groupe Isae qui sont intéressés pour les dirigeables, inscrivez-vous. C'est une semaine de formation sur les dirigeables. C'est unique au monde, ça n'existe pas. Pendant les vacances de Noël. Non, fin mars. Donc c'est vital. C'est vital d'arriver à recruter. Ça peut être une source d'échec, de ne pas avoir les bonnes ressources au bon moment. Donc c'est un point hyper important. Ouais. Ça, c'est un sujet dont on va beaucoup parler sur la deuxième table ronde, le recrutement. Il y avait une question ici. Bonjour, donc ma question c'est plutôt une question technique autour de Blue Spirit Aero. Vous avez dit qu'il y a des spécifications très différentes par rapport à l'hydrogène électrique pour les designs d'avions. Donc en quoi ça change beaucoup par rapport au design classique du carburant, jet ou kérosène? Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a des choses intéressantes à faire avec de l'hydrogène sur un avion. Il y a des choses qu'il est plutôt raisonnable d'éviter. En particulier en lien avec la substance hydrogène elle-même, qui est une toute petite molécule et qui a la tendance à s'insinuer dans toutes les mailles de matière. Autrement dit, le stockage de l'hydrogène, on est condamné à devoir endurer des fuites, quelle que soit la qualité du stockage d'hydrogène. Moi, j'ai pris le parti immédiatement, au niveau de la conception de mon système, de positionner les bouteilles d'hydrogène à l'extérieur, de façon à ce que ces fuites puissent se mélanger immédiatement avec l'air ambiant et ne pas créer de proportions qui sont susceptibles de rentrer dans des modes de combustion. Elle représente quel pourcentage de ces fuites par rapport au volume stocké? C'est fifrelinesque, mais à partir du moment où ces fuites s'opèrent dans un espace confiné, il y a une accumulation qui finit par se créer, au point d'arriver au seuil de détonabilité ou d'explosivité de l'hydrogène dans l'air. Et est-ce qu'il ne va pas être difficile de convaincre l'EASA ou la FAA que ces fuites sont normales? Alors ça va être difficile pour mes concurrents de démontrer que la gestion des fuites est convenablement prise en compte. Parce que l'essentiel de mes concurrents installent leur stockage d'hydrogène dans le fuselage, dans l'espace confiné. Moi j'ai fait le choix dramatiquement inverse, qui consiste à positionner mon hydrogène à l'extérieur. Donc au contraire... Et là, tu le stockes où? Donc oui, j'ai oublié de décrire tout à l'heure l'avion. Donc l'avion, il est équipé de 12 modules propulsifs, chacun étant constitué de sa propre bouteille d'hydrogène, qui alimente sa propre petite pile à combustible, qui fournit l'électricité à son propre petit moteur et qui fait tourner sa propre petite hélice. Donc ce machin-là, on va l'appeler le pod. Il reproduit à l'identique en 12 fois. Donc tu as 12 réservoirs à l'extérieur. 2 fois 6 moteurs, chacun étant doté de son propre réservoir. Voilà. D'accord. Donc ils sont par définition à l'air libre. Alors, là, vous en êtes encore au stade du développement. L'avion ou le LCT 60T va bientôt voler, mais il n'a pas encore volé. Est-ce que vos investisseurs, quand ils arrivent, ils ont des exigences qui peuvent influer sur à la fois l'objet lui-même ou le programme?
Alors, ma question est intéressée parce que, du moins, est orientée parce que je sais que tu as parlé tout à l'heure du Québec. Vous avez des projets là-bas d'implanter une usine ou... Ouais. Généralement, quand on a des investisseurs comme ça qui prennent une part majeure de notre capital, l'intérêt pour eux, et c'est généralement aussi des États qui sont derrière, c'est d'implanter une usine localement. Et nous, ça nous va bien parce qu'il y a un marché qui nous intéresse. Le Canada, c'est un marché extraordinaire pour notre machine. Donc effectivement, au visite du Québec, on va implanter une usine sur place pour pouvoir inonder tout le marché, pas que nord-américain, américain dans son entièreté. Voilà, mais après des exigences autres que Mais ça veut celles-là. dire que ce ne sera pas la seule usine, il y en aura d'autres ailleurs. Alors, on en a une qui va être basée à La Ruscade, c'est 40 km au nord de Bordeaux. Le site est identifié. On est en train de faire toute la partie administrative. C'est là où c'est un petit peu compliqué, les administrations françaises, de construire un site aussi massif. Et donc, on sait déjà qu'on va avoir donc, une usine au Québec. Ce qui n'était pas prévu au départ, donc. On a toujours voulu avoir une implantation sur les différents continents, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de traverser les océans avec notre machine et qu'on a envie, par contre, on sait qu'il y a des marchés extrêmement intéressants dans énormément de pays qui sont des pays qui ont des problématiques d'infrastructure de transport. Le Canada est un parfait exemple. Donc effectivement, on en a basé une en France pour tout le marché européen. On en a donc une qui va être au Canada pour le marché américain. Et on est en train de chercher aujourd'hui, c'est ce que mon patron fait en ce moment, où on va implanter la dernière usine pour tout le marché asiatique jusqu'à l'Australie. Donc là, tu es en train de nous dire qu'il est en train de chercher un investisseur en Asie. À la base, on ne cherche même pas un investisseur. On cherche où on va mettre notre usine. Ça sera forcément via un investissement que ça sera. Ouais. Olivier? Oui, les investisseurs, ils sont évidemment regardants sur la destination de leur argent. Et en fait, on se positionne dans une situation où il n'y a pas d'autres experts de notre projet que nous-mêmes. Donc, de façon à ce qu'ils puissent être rassurés sur le bon usage de leur argent, il faut faire la démonstration régulière que le projet avance, et le projet avance dans une dimension concrète. Et donc, ce que ça met en évidence, ce propos, c'est qu'il y a une importance considérable pour les démonstrateurs. Et c'est l'accent qu'on met, nous, en ce moment. Le démonstrateur, c'est avant le prototype ? C'est avant le prototype. Et quand je parle de démonstrateur, ce n'est pas forcément le démonstrateur de l'ensemble de l'avion, mais c'est le démonstrateur des briques technologiques qui sont constitutives de la solution globale. Une question ? Oui. Par rapport au dirigeable, est-ce que vous avez envisagé justement de créer un prototype pour visuellement montrer à vos investisseurs un certain nombre de possibilités ? Alors, oui et non. Non, parce qu'en fait, on s'est vite rendu compte que faire une machine à taille réduite, 200 mètres, peut-être une machine de 100 mètres de long, ou peut-être même plus petite, en fait, coûterait extrêmement cher d'une part, et d'autre part, les lois de similitude ne sont pas bonnes. On ne démontre rien techniquement, et on ne va pas s'amuser à le faire juste pour faire plaisir aux actionnaires. L'intérêt premier, quand même, c'est pour nous de nous rassurer techniquement que ce qu'on fait, on le fait bien. Par contre, on a mis l'accent déjà très très fort sur des modèles numériques. On a une énorme équipe qui développe nos modèles numériques. Et on a énormément de choses qu'on teste, comme le disait Olivier, par petits bouts. Donc effectivement, oui, il y a des tests qui sont faits à l'échelle système, qu'on va ensuite intégrer de plus en plus dans des grosses machines jusqu'à ce qu'on appelle, alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme d'Iron Bird, vous savez, c'est l'avion qui est au sol, toute la carcasse de l'avion, on va dire métallique au sol, et avec tous les actionneurs. Donc on va faire ce qu'on appelle notre Iron Wells, évidemment. À l'échelle 1 ? À l'échelle 1, voilà, effectivement, avec énormément d'actionneurs pour démontrer que ça fonctionne. Donc on suit tout un cycle de développement qui est standard dans l'aéronautique, mais pour l'instant, on ne va pas avoir de prototype volant, puisque ça ne ferait pas vraiment sens. En fait, notre première machine sera notre prototype. Alors, juste avant de se quitter, quel est le prochain rendez-vous que vous nous donnez, nous et le grand public, chacun dans votre domaine ? Alors, en lien avec le propos précédent, l'année 2022 a pour nous été orientée sur la réalisation de démonstrateurs qui vont pouvoir prendre l'air d'ici la fin de l'année, donc d'ici un mois. Et donc, le prochain rendez-vous pour nous, c'est de communiquer sur ces enseignements à la rentrée pour mettre en évidence... Quand tu dis la rentrée, c'est quoi ? Pardon, janvier. Janvier, d'accord. Pour mettre en évidence quelles sont les avancées. Et là, quand tu parles de démonstrateur, c'est un moteur avec un... Je vais donner 2-3 exemples. La pile à combustible à hydrogène a d'ores et déjà été utilisée pour propulser des avions légers.
Mais dans ces démonstrations qui ont été faites dans le passé, depuis 2008, ce sont des vols à plat, des vols sans facteur de charge, des vols extrêmement favorables à un fonctionnement nominal de la pile. Nous, on essaie de pousser l'enveloppe et de regarder l'ensemble des contraintes relatives à la certification. Et donc, on va taquiner tous les recoins de l'enveloppe de vol prescrite par la certification, en particulier des gros facteurs de charge, en particulier des grosses variations de température et de pression. Autrement dit, on va monter une pile à combustible dans un avion de voltige et on va lui faire subir des misères pour regarder comment elle se comporte dans les recoins de l'enveloppe de vol. Ça, c'est une première démo. Une deuxième démo va consister pour nous à faire voler une maquette échelle 1/4 de notre avion. Donc c'est un joli objet de 3 mètres d'envergure, 3 mètres de long, radiopiloté naturellement, et qui va nous permettre de mieux comprendre la dynamique de l'avion dans son environnement. Et donc ça, vous faites où? Dans le sud, en Occitanie. D'accord. Nous, c'est un peu compliqué parce qu'il va se passer énormément de choses à plein de niveaux différents, techniquement. Il y a énormément de choses qu'on va venir tester, qu'on va venir casser, qu'on va mettre, qu'on va chercher à éprouver. Il y a pas mal de choses qui vont se passer dans les prochains mois, les prochaines années, mais je pense que le challenge majeur pour nous aujourd'hui, c'est notre usine. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est sur un très long temps et sur lequel on a besoin absolument de se rassurer. Il faut qu'on construise cette usine pour lancer le prototype et la première machine. Donc voilà, le rendez-vous, nous, j'espère pouvoir vous inviter à la pose de la première pierre de notre usine bordelaise, on va dire moitié 2023. Voilà, c'est notre ambition, c'est le challenge du moment. Ouais. D'accord, alors on vous souhaite bien du courage et puis donc on suivra ça avec, comme toujours, beaucoup d'intérêt. Merci à tous les deux et puis je vous libère et puis j'appelle les suivants.